Bien, bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du colloque, Madame Taguet et Monsieur Lemoigne, pour m'avoir invité à intervenir dans le cadre de ces deux journées. Je n'ai pu être présent hier, ayant été retenu à Lyon, et donc intervient au final. Alors, c'est des remerciements teintés d'inquiétude parce que j'interviens à une heure où les ventres gargouillent généralement et donc par conséquent où je vais devoir essayer de retenir l'attention au maximum. Ceci étant, j'ai bien imprudemment accepté d'intervenir dans un champ qui est somme toute généralement assez peu croisé à celui du droit. Alors concrètement, mon intervention portera principalement effectivement sur les croisements entre le droit et les nanotechnologies, et plus exactement entre l'innovation et les nanotechnologies. Mon travail est surtout en somme, et je dois rendre à César ce qui est à César, mon travail est surtout en somme une sorte de synthèse des travaux qui ont été réalisés par un groupe de recherche, le groupe NanoNorma, c'est la raison pour laquelle vous avez ici ce sigle. NanoNorma, donc, qui est un groupe de recherche du CNRS qui a travaillé pendant 5 ans sur les liens entre les nanotechnologies et tout ce qui est normalisation, mais également réglementation. Alors concrètement, innovation et nanotechnologie induit nécessairement de se fixer avant tout et surtout, me semble-t-il, sur la notion de brevet. C'est la notion de brevet qui, alors parallèlement à d'autres, on aurait pu également évoquer le secret, mais c'est certainement le brevet d'invention qui est avant tout et surtout l'instrument utilisé lorsqu'il est question donc de traiter des croisements entre innovation et nanotechnologie. Et ceci étant, si on en revient un petit peu à la notion même de brevet, on sait tous ici que le brevet est avant tout et surtout un contrat. C'est un contrat conclu entre le déposant et la société française par exemple, ou européenne, que sais-je encore. Ce contrat induit quoi? D'une part, une exclusivité, nous sommes d'accord sur le principe, autrement dit, le déposant va pouvoir disposer d'un monopole durant temporaire, une vingtaine d'années, pour exploiter ou faire exploiter la création industrielle qu'il a réalisée. En contrepartie, il va devoir divulguer l'invention, payer des redevances et exploiter l'invention. Je reviendrai là-dessus, bien entendu. Alors c'est un schéma qui fonctionne depuis maintenant plus de 200 ans, relativement bien. Simplement, force est de constater une nette évolution qui est relevée depuis le milieu des années 80 et surtout à partir des années 2000. Une nette évolution dans ce schéma-là. Autrement dit, on s'est aperçu qu'en définitive, le mécanisme même de l'exploitation est remis en cause au profit d'un usage qui n'avait pas du tout été pensé lors de la Révolution de 1789, période à laquelle on a fixé le brevet, au profit d'un usage qui est donc la financiarisation de l'outil brevet. Et ça, c'est une problématique qui s'est particulièrement développée dans le champ des hautes technologies et plus encore dans celui des nanotechnologies. Ça, c'est un élément qui est relativement inquiétant, en tout cas au travers du prisme du juriste. C'est un élément inquiétant parce que, en définitive, lorsque l'on recourt au brevet d'invention dans le champ des nanotechnologies, eh bien, on s'aperçoit que le brevet est malmené. Il est chahuté très clairement et ceci peut se révéler tant lorsque l'on s'intéresse aux conditions de brevetabilité qu'aux conditions d'exploitation. C'est ce à quoi je vais m'employer ici, le plus rapidement possible, bien entendu. Alors, élément contextuel, avant de rentrer dans le cœur du sujet, élément contextuel, il faut bien avoir conscience du fait que les nanos, et vous le savez tous ici, les nanos interviennent dans les champs les plus vastes. Plus exactement, ce que je signifiais par là, c'est qu'une seule invention portant dans le domaine des nanotechnologies peut avoir des applications extrêmement variées. La médecine, l'instrumentation, l'environnement, les matériaux, bien entendu, on l'a très bien vu ce matin, l'électronique, bref, les applications sont extrêmement variées. Ça, c'est un premier élément contextuel qu'il faut garder à l'esprit. Il y a un deuxième élément contextuel sur lequel je reviendrai, c'est l'explosion
des moyens d'information. Autrement dit, les médias utilisés aujourd'hui sont sans commune mesure, nous le savons tous, bien entendu, avec ceux qui pouvaient être utilisés dans les années 70 ou 80. C'est une évidence. Simplement, cette évidence mise dans la perspective des innovations dans le domaine des nanotechnologies prend une résonance bien particulière. Et je reviendrai là-dessus pour insister sur ce point et vous montrer en quoi cela génère des dérives. Enfin, dernier élément contextuel, eh bien, c'est l'augmentation extraordinaire du nombre de dépôts de demandes de brevets dans le domaine des nanotechnologies. Ce sont des informations issues de l'OCDE. Alors, il n'y a pas la légende complète. Le vert, c'est pays de l'OCDE et le violet, c'est l'ensemble du monde entier. Bref, pour faire simple, on s'aperçoit que l'on part peu ou prou de quelques unités, quelques dizaines tout au plus, au début des années 90, pour assister à une explosion du nombre de dépôts de demandes de brevets dans le domaine des nanotechnologies à partir des années 2003, 2005, 2007. On assiste à un léger tassement à l'heure actuelle. On s'interroge sur le point de savoir si ce sont les effets de la crise économique ou si c'est tout simplement le fait que la technologie se tasse naturellement. Quoi qu'il en soit, il faut relever cet accroissement sans précédent du nombre des inventions depuis 2000 et particulièrement dans le champ des nanotechnologies. Ceci est là encore une fois un élément contextuel important. Alors, ces éléments étant pris en considération, une fois qu'on les a en tête, eh bien, on peut effectivement s'intéresser à deux grandes idées. D'une part, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser aux dérives dans les conditions d'acquisition de la protection par brevet, et puis ensuite on verra qu'il y a des dérives tout aussi inquiétantes, que je juge personnellement tout aussi inquiétantes, lorsqu'il s'agit de s'intéresser à l'exploitation du brevet. Donc premier pan, des dérives dans les conditions d'acquisition de la protection par brevet. Nous le savons tous, donc le nombre d'inventions a tout simplement littéralement explosé depuis 3 décennies, et tout spécialement, je le montrais avec le graphique précédent, dans le champ des nanos. Ceci a induit naturellement une augmentation très importante du nombre de dépôts de demandes de brevets, et donc de brevets octroyés par les offices de propriété industrielle nationaux ou régionaux. Simplement, ces brevets octroyés sont de plus en plus contestés et à tout le moins contestables. Pourquoi ? Parce qu'ils emportent des créations qui sont généralement mal identifiées, et d'autre part, parce que les conditions de brevetabilité qu'ils intègrent, et sur lesquelles nous allons revenir, eh bien, sont tout simplement violées. Sont tout simplement, en tout cas, non respectés. Il y a 2 écueils qui peuvent être ici repérés et sur lesquels nous allons nous arrêter. Tout d'abord, un objet contestable, et puis un objet de la demande, bien entendu, j'entends par là, et puis d'autre part, une description insuffisante. Revenons sur ces 2 éléments. Alors tout d'abord, un objet de la demande de brevet incontestable. Vous connaissez certainement l'article 611-10 du CPI qui nous dit que pour qu'une création industrielle soit brevetable, il faut que ce soit une invention, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Eh bien, ces 4 conditions, parmi ces 4 conditions, il semble bien que certaines, à tout le moins certaines, soient tout simplement méprisées. Concrètement, on s'arrête tout d'abord sur la condition de nouveauté. Alors, à titre liminaire, je tiens à préciser que précisément, il y a une baisse de la qualité des titres octroyés, malgré certaines mises en garde, je reviendrai là-dessus. Hein. Vous avez l'USPTO, vous avez l'OEB également qui ont mis en place des systèmes, mais qui ne parviennent pas à juguler cette baisse de la qualité. Bref, concrètement, condition de la nouveauté, vous le savez, la nouveauté, c'est quoi ? C'est tout simplement une comparaison entre l'invention et puis l'existant, ce qui existe d'ores et déjà dans l'état de la technique. Eh bien, cette comparaison va devenir difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes en présence d'un langage qui n'est pas toujours normalisé. Alors, Brice Laurent l'évoquait ce matin, hein, il y a toutes les problématiques relatives aux définitions qui sont proposées par l'ISO, qui sont proposées également par de très nombreuses autres institutions, plus ou moins éminentes, toutes plus ou moins éminentes, et il se trouve donc que l'on peut relever des définitions qui sont différentes les unes des autres. Et donc, par conséquent, si nous n'avons pas un langage standardisé, fixé, un langage sur lequel l'ensemble des scientifiques s'accordent, à ce moment-là, nous avons affaire à une approximation langagière. Et cette approximation langagière est lourde de conséquences, parce que dans ce cas-là, on peut faire valoir que la condition de nouveauté sera respectée simplement en usant
d'un langage nouveau ou simplement en usant d'un langage qui est propre à tel ou tel acteur économique. Et ceci est bien entendu un élément qui donc porte atteinte à la qualité même du titre octroyé. Toujours au titre de la condition de nouveauté, un autre exemple, donc je le répète, comparaison entre l'invention et l'existant, nous sommes d'accord sur le principe. Cette comparaison est rendue difficile. En raison de quoi? En raison précisément de la masse des informations à consulter. Il y a 30 ans de cela, on consultait quoi? Les brevets d'ores et déjà octroyés, et puis les demandes de brevets, et cela suffisait. Ça n'est plus suffisant. Pourquoi? Tout simplement parce que la littérature scientifique a explosé en la matière, parce que les médias mis à disposition pour récupérer de l'information, eh bien, se sont multipliés à tel point qu'il est quasiment impossible de pouvoir, de manière exhaustive, eh bien, rechercher les informations pertinentes. En cela, encore une fois, multiplication des médias et complexité des objets étudiés font que, combiner l'un à l'autre, font qu'il va être possible d'octroyer un titre, un brevet, en considérant qu'il y a nouveauté, alors que tel n'est pas le cas, parce que telle ou telle information sur telle ou telle base de données n'aura pas été repérée. Troisième élément, toujours au titre de la condition de nouveauté, je le répète, comparaison entre l'invention et l'existant, eh bien là encore une fois, ça va être rendu difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le graphique, nous avons assisté à une explosion du nombre d'inventions réalisées dans le champ des nanos. Par conséquent, on a eu une explosion, parallèlement, c'est fort logique, du nombre de personnes qui étaient chargées dans les instituts d'étudier ces demandes. Et donc, par conséquent, assez rapidement, on s'est aperçu que, eh bien, on pouvait avoir affaire à des demandes similaires, ou à tout le moins très proches, qui pouvaient être traitées par des examinateurs différents en un même temps. Et donc, du coup, déboucher sur des titres octroyés qui se chevauchent mécaniquement, tout simplement. Donc, multiplication du nombre d'examinateurs induisant un chevauchement de brevets à la clé. Alors, voilà pour la première condition, la condition de nouveauté sur laquelle je voulais faire une focale. Deuxième condition sur laquelle je souhaite également faire une focale, c'est la condition d'activité inventive. On le sait tous, la condition d'activité inventive renvoie à l'idée de non-évidence de l'invention. Hein, donc concrètement, on va comparer l'invention et ce qu'aurait pu réaliser tout spécialiste du domaine considéré. Hein. Autrement dit, est-ce qu'il y a effectivement un éclair de génie, hein, dit-on traditionnellement dans le droit? Eh bien, cet examen est limité. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, la non-évidence tient beaucoup plus à la complexité de l'exposé qui est réalisé plutôt qu'au caractère non évident. Donc dans ces conditions, il se peut qu'il n'y ait pas inventivité et cela rejoint un autre élément qui me paraît très important. Vous le savez, là encore une fois, cette condition de la non-évidence est généralement étudiée eh bien, par l'homme du métier. Hein. Alors quel est cet homme du métier? Eh bien, alors que cet homme du métier était facilement repérable encore dans les années 70-80, aujourd'hui, dans le champ des nanos, on a plus affaire à une batterie d'experts tous mobilisables. Pourquoi? Parce que précisément, ces personnes, ces examinateurs doivent être compétents dans des domaines les plus variés. Hein, dans des domaines extrêmement variés, et donc par conséquent ici, eh bien, on va avoir très souvent affaire à des instituts nationaux de propriété industrielle qui ne sont pas en mesure de vérifier effectivement que la condition d'activité inventive est remplie. Et dans l'immense majorité des cas, surtout avec l'USPTO par exemple, eh bien, on va assister à une délivrance qui ne respecte pas de cette condition d'activité inventive. Deuxième élément dans cette première partie, quant aux dérives dans les conditions d'acquisition, un élément consacré cette fois-ci à la description suffisante. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, mais la demande lorsqu'on réalise le dépôt d'une demande de brevet, il y a tout un ensemble d'éléments qui doivent être pris en considération, et entre autres, il y a la description. Au-delà des revendications. La description c'est un élément essentiel. Hein, la doctrine juridique considère que c'est un élément essentiel concrètement. Elle doit être suffisante pour précisément, encore une fois, permettre la réalisation une nouvelle fois de l'invention. Eh bien, cette suffisance ne sera pas remplie. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, encore une fois, et cela renvoie à la problématique du langage, on va utiliser des notions bien souvent approximative, et alors le dépôt de brevet comme l'analyse du dépôt de brevet par l'Institut national de la propriété industrielle, eh bien,
va apparaître tout simplement comme un exercice particulièrement périlleux. Dans ce cas, c'est l'article 612-5 du CPI qui n'est pas respecté. Concrètement, la clarté de la description qui est exigée par cet article, également l'article 80 de l'OEB, eh bien, cet article n'est pas une condition respectée. Et là, encore une fois, cela pose bien entendu une difficulté puisque cela renvoie à la validité ou non du brevet. Il y a donc, en quelque sorte, une multiplication du nombre de titres de brevets approximatifs en raison d'une description insuffisante, et ceci dans un même domaine. Cela induit mécaniquement, ensuite, eh bien, une multiplication du nombre de litiges, et puis c'est un risque de surcroît renforcé en raison de l'interdisciplinarité et du caractère habilitant de ce type d'invention. Il faut bien avoir conscience de cela. Alors au final, pour terminer sur cette première partie, je vais essayer d'aller très vite. Donc au final, on a affaire tout d'abord à des offices de brevets qui sont parfois dépassés, il faut dire très clairement. C'est le cas de l'USPTO, c'est le cas également à certains égards de l'OEB. Et puis on a également affaire à des titres octroyés, certes, mais qui sont de plus en plus fragiles. Et c'est dans cela qu'on peut considérer que le système des brevets est vacillant lorsqu'il est confronté à ce nouveau type de technologie. Donc, instabilité des titres délivrés, synonyme d'insécurité juridique, très clairement. Est-ce que mon brevet est valable? Est-ce qu'il va tomber à la première action justice? En somme, bien mal acquis ne profite jamais, c'est ce que disent les juristes. Pour terminer donc un résumé sur cette première partie, donc, vous le voyez, 4 conditions d'acquisition de la protection par brevet, qui, lorsqu'elles sont étudiées à l'aune des nanotechnologies, eh bien, vont effectivement, je dirais, être mises à mal. Hein. Donc, je laisse le PowerPoint, donc je vais très vite. Je passe à la deuxième partie, vous aurez l'occasion de revoir ça sans problème. Deuxième partie, des dérives dans l'exploitation, cette fois-ci, du brevet. Des dérives dans l'exploitation du brevet, des dérives qui sont fondées sur des techniques d'exploitation, je vais revenir là-dessus, et puis bien entendu des dérives fondées sur la multiplication d'acteurs exogènes qui n'ont pas été pensés lorsque le système brevet a été conçu. Alors, tout d'abord, premier élément, c'est un point de départ assez basique, assez évident pour la plupart des industriels, c'est l'article L613-11 du Code de la propriété intellectuelle qui nous dit il y a obligation d'exploiter le titre délivré. D'accord? Alors, c'est une obligation déguisée, hein, si on reprend réellement l'article 613-11, les choses sont pas si claires. Mais de fait, et la doctrine s'accorde là-dessus, il y a une obligation d'exploiter. Simplement, cette obligation se confronte à une double réalité. Première réalité, c'est une règle qui est contestable. Pourquoi? Parce que l'évidence économique conduit effectivement à exploiter l'invention ou bien on laisse tomber la création industrielle dans le domaine public. C'est une première évidence. Puis deuxième élément qu'il ne faut pas sous-estimer, la sanction attachée à cette obligation est rarement mise en œuvre. Pourquoi? Parce que l'espace-temps n'est pas le même dans les nanotechnologies, tout simplement. Hein. Si vous voulez obtenir un droit d'exploiter une création industrielle qui ne l'est pas par la personne qui en est titulaire, il faut compter, allez, bon an mal an, 3 ans. Dans 3 ans, la technologie, elle sera dans ce secteur, à tout le moins largement concurrencée par d'autres technologies. Donc, par conséquent, le système en lui-même de l'obligation d'exploiter ne convient pas, en tous les cas, n'est pas satisfaisant. Alors pourquoi je parle d'obligation d'exploiter? Bien précisément parce qu'il y a une multiplication d'acteurs qui n'exploitent pas dans le domaine des nanotechnologies. Et c'est certainement cela qui est le plus inquiétant. Alors je parle très rapidement des patent pools parce que les patent pools, encore, ça se passe bien. Hein, ce sont des acteurs qui, effectivement, vont se multiplier dans ce domaine au stade de l'utilisation finale de l'invention. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un contexte juridique particulièrement tendu. Il y a de nombreuses technologies dépendantes, donc on va mettre en place des licences croisées, facilitées. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les buissons de brevets. Hein, et donc les patent pools, encore, ça passe. Ce sont des acteurs qui n'exploitent pas, mais qui, en tous les cas, facilitent. Mais surtout, ce qui est très dérangeant, c'est l'apparition de patent trolls. Alors, c'est quoi les patent trolls? Vous connaissez peut-être un petit peu. Hein, ce sont ces vilains lutins sortis des forêts scandinaves qui, en définitive, eh bien, vont avoir pour seul et unique objectif de spéculer sur des risques juridiques. Donc concrètement, ils vont racheter des brevets en fin de vie ou des brevets dont on n'est pas certain de la qualité. Et puis ces patent trolls, ces acteurs économiques, vont aller voir tel ou tel acteur économique et vont tout simplement
eh bien, faire du chantage. Ils vont expliquer à cet acteur économique, à leur interlocuteur, que soit celui-ci est prêt à verser 2 ou 3 millions de dollars, soit tout simplement ils iront en justice. Et parce que précisément les titres octroyés sont incertains, parce que précisément les titres octroyés ont vu leur qualité baisser, ben, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, on s'inquiète, on s'interroge, et donc par conséquent, dans ces cas-là, eh bien, dans un tel milieu, les patent trolls se développent énormément. À côté de cela, j'aurai l'occasion d'y revenir au titre des questions si vous le souhaitez. À côté de cela, aussi la recherche publique pose question à tout le moins. La recherche publique, elle n'est pas là pour produire, donc elle n'a pas été pensée ainsi, hein, voilà 200 ans, et pourtant elle va faire valoir ses droits. Là encore une fois, c'est un simple constat. Hein. C'est un simple constat qui me conduit à dire que, en définitive, des acteurs qui ont été pensés voilà 200 ans, il n'y en a qu'un seul. C'est tout simplement la manufacture, l'entreprise, bref. À côté de ça, le patent troll, donc vous voyez, c'est un petit patent troll avec son brevet. Et puis la recherche, eh bien, n'ont pas pour ambition de produire. Et cette absence de production en font des acteurs exogènes dans le sens où ils n'ont pas été pensés dans le système brevet voilà 200 ans. Et ça, cela constitue effectivement un problème. Cela constitue effectivement un problème parce qu'ils peuvent garder le titre pour eux, pour éventuellement spéculer. Et dans ce cas-là, faut-il s'inquiéter de ce type de développement? On pourra en parler si vous le souhaitez. Bref, pour terminer, les patent pools, comme les organismes de normalisation que j'ai pas évoqués, apparaissent aujourd'hui de plus en plus comme des acteurs qui permettent de contourner les écueils rencontrés dans le domaine des brevets, comme vous avez pu le constater. Ils tentent d'éviter les dérives. C'est vraiment le cas des patent pools et des organismes de normalisation. Et puis plus largement, les acteurs économiques se raccrochent, et c'est très très intéressant de voir cela, se raccrochent de plus en plus à des systèmes collectifs. Hein, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle le bien commun, hein, dans les commons, et c'est très certainement révélateur d'une évolution de la société en général. À titre de conclusion, quelques pistes donc à retenir, me semble-t-il. Force est de constater tout d'abord les limites de la plasticité du droit des innovations, ce droit des brevets plus exactement, a des difficultés à appréhender les nanotechnologies. Pourquoi? Parce que la taille des objets constitue un élément qui induit des perturbations. Le droit des innovations, et en particulier le droit des brevets, ressort fragilisé. Il faudra par conséquent très certainement recourir à des instruments qui n'ont pas encore été imaginés, qui n'ont pas encore été pensés. On pense d'ores et déjà à des bourses de brevets, à des ventes aux enchères de brevets, à tout un ensemble de systèmes qui restent à construire en somme, et se pose la question de repenser carrément tout un pan du droit des brevets. Hein, les juristes le perçoivent ainsi. Voilà, j'en ai terminé et je suis à vos dispositions pour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je pense que ça pose des questions qui sont cruciales pour le domaine. Est-ce qu'il y a des questions, malgré l'heure déjà tardive? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Mais du coup, effectivement, ça porte énormément de questions, et notamment pour les industriels. Et dans les industriels, je vais même dire les petites et moyennes entreprises, parce qu'il y a énormément de différences, on va dire, avec les gros groupes industriels. Juste le premier point, c'est la différenciation que vous faites entre l'USPTO et l'EBO. Je pense, ou l'EEB, pardon. D'un point de vue industriel, la sensibilité, j'avais l'impression que vous disiez que l'OEB était peut-être un peu plus performant que l'USPTO. D'un point de vue industriel, je ne suis pas sûr qu'on ait la même visibilité sur les choses, mais bon, ça c'est un autre point. Alors, je me permets de répondre en direct. C'est-à-dire que traditionnellement, l'USPTO est considéré certainement comme extrêmement réactif, dynamique, mais est considéré comme un organe qui délivre plus facilement que ne le fait l'OEB des titres. Voilà, très clairement. Oui, la notion qu'on a, nous, c'est qu'en général, les acteurs engagés à l'USPTO s'engagent personnellement sur la délivrance d'un brevet. Donc en général, quand il y a une confrontation, une opposition, ils sont directement pénalisés. Alors qu'en Europe, ça se noie, on va dire, dans le marasme de la généralité. Voilà. Concernant les trolls, ce que vous appelez les trolls, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le point, c'est la durée qui est mise pour valider un brevet. Donc, qui fait aussi que des petits acteurs ont du mal à faire pérenniser ou à prendre le risque
de savoir si le brevet va être validé à terme. Et du coup, la spéculation qui est derrière, c'est aussi tous les coûts qui sont liés à l'attaque, la défense ou l'opposition d'un brevet qui ne sont pas gérables pour des petites structures. Voilà, mais, enfin, je ne peux qu'approuver ce que vous dites. Ensuite, il y a tout. Donc, moi personnellement, je suis assez, voilà, assez réticent à ce genre de pratique. Mais vous avez d'autres confrères qui nous annoncent que l'on fait bien de la spéculation dans l'immobilier ou dans le monde de la bourse. Pourquoi ne pas faire de la spéculation sur des biens corporels, en l'occurrence un brevet? C'est assez intéressant de voir si nos sociétés sont suffisamment mûres pour envisager ce type de spéculation. Mais je vous rejoins tout à fait. Il y avait un article très intéressant dans Le Monde il y a quelques semaines de cela, sur un petit acteur économique français qui a vu frapper à sa porte une société américaine qui lui demandait quelques millions de dollars. Et cet acteur économique français donc ne connaissait pas les patent trolls et a eu la présence d'esprit donc de se tourner tout simplement vers des conseillers en PI qui lui ont bien validé son brevet, qui lui ont confirmé la validité de son brevet. Et là, comme à chaque fois, le patent troll s'est tout simplement dégonflé. Très bien. Une autre question. Plus généralement, là, si on déborde les nanotechnologies, on peut peut-être se demander si tout ça, c'est pas une explosion des activités des cabinets d'avocats qui nous vient du monde anglo-saxon et qui parasite toute la vie économique. Bon, évidemment, ça c'est d'un point de vue négatif, du point de vue grand public. De l'autre côté, c'est l'aspect protection. Mais on a l'impression qu'on est en train de percoler dans le domaine justement des nanos, simplement parce qu'il y a de l'argent à faire du côté des cabinets d'avocats. Tout comme dans les principes de précaution, dans le médical, on ne peut plus rien faire sans risquer d'être attaqué par tel ou tel cabinet. C'est ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, ça nous vient des États-Unis, on a l'impression que ça arrive chez nous. Alors vous parlez là d'un phénomène de judiciarisation excessif. Oui, je partage votre point de vue là-dessus. Je suis pas spécialement, je suis pas avocat, donc je peux parler bien volontiers là-dessus. Ce phénomène, de toute façon, est effectivement un phénomène d'acculturation de la société américaine, très clairement. Et encore, je tiens simplement, à titre d'élément de réponse, à préciser que les actions en justice en France sont ridiculement faibles en termes de coûts comparés aux tickets d'entrée aux États-Unis où généralement on est à peu près à 2,5 millions de dollars. Très clairement, mais je vous rejoins à certains égards, oui. Merci. Une dernière. Je rejoins mon voisin de Nanocil. En tant que petite entreprise ou PME, on se dit on va déposer un brevet. Comment s'assurer qu'il est, disons, inattaquable? Est-ce que c'est en fait restreindre son périmètre en précisant mieux des tailles, des applications très précises, quitte à en fait oublier tout un pan d'activité? Ou est-ce qu'en fait non, ça suffit plus aujourd'hui et il faut faire une refonte plus globale du système de brevet comme vous semblez l'envisager à la fin de votre présentation? Alors il y a deux éléments de réponse. D'une part, je pense que lorsqu'on a affaire à un petit agent économique qui s'interroge sur la possibilité de déposer un brevet dans le champ des nanos, je crois qu'il faut qu'il se fasse largement conseiller. Et on a depuis peu une structure française, c'est France Brevet, qui va précisément aider, contribuer dans ce domaine-là. Il ne faut pas sous-estimer l'aide de l'État, du gouvernement en général dans ce secteur. C'est un premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément. Je pense que il y a de toute façon toujours des... on est sur un secteur qui est devenu risqué. Il faut accepter accepter cet état de fait, en définitive. Et par conséquent, même si on se borne bien, même si on fait très attention à droite, à gauche, limite droite, limite gauche, eh bien, il n'est pas du tout exclu, compte tenu précisément de ce que je disais, de l'explosion de la littérature dans ce domaine, eh bien, il n'est pas du tout exclu que l'on ait affaire à des actions en justice ultérieures. Ce qu'on appelle de plus en plus le schéma des brevets toxiques, c'est-à-dire que vous avez 4-5 000 brevets détenus par une société qui va les vendre, qui va vendre son portefeuille de brevets. En somme, quelle est la valeur de ce portefeuille de brevets? On est incapable de le déterminer. Alors certains vous diront que c'est quasiment du loto. À certains égards, c'est vrai qu'on n'en est pas très loin.